webinaire sur la santé sexuelle parlons-en. Il est organisé par Intimagir Occitanie dans le cadre des Semaines nationales de la santé sexuelle. Euh, je vais vous présenter Intimagir très rapidement, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, le Centre Ressources Intimagir, c'est un centre ressources sur les questions de vie affective et sexuelle, lutte contre les violences et parentalité des personnes en situation de handicap. Et il y a un centre ressources par région en France. Et donc, nous, on est le centre ressources Intimagir pour la région Occitanie. Euh, voilà. Et donc, les publics qu'on touche, ce sont les personnes en situation de handicap, les professionnels et les proches aidants. Et on a différentes missions, notamment, on fait un accueil téléphonique et par mail des demandes et on redirige les personnes sur le territoire. On a tout un tas de missions autour aussi des ressources et des outils. On, on fait aussi de la mise en réseau des professionnels et de tout le monde sur le territoire. On organise régulièrement des événements, des webinaires. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on organise ce webinaire qui est animé par Sandrine, que je vais laisser se présenter. Je vais lui passer la main. Merci beaucoup, merci Iris. Donc, ravie de présenter ce webinaire sur la santé sexuelle. Donc, je vais me présenter, je vais parler de santé sexuelle et bien sûr la santé sexuelle et le lien avec le handicap. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, c'est ça, sur le chat ou dans l'onglet questions-réponses et on prendra un temps à la fin co-animé avec Iris pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, donc moi je suis Sandrine Carême, mon métier c'est d'être formatrice, éducatrice à la vie affective et sexuelle et sexologue. Donc j'accueille des personnes en individuel ou en couple à mon cabinet, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, et formatrice notamment spécialisée dans le champ de la santé sexuelle et vie affective et sexuelle auprès des établissements sociaux et médico-sociaux. Et avec deux autres collègues qui font partie également du centre ressources Intimagir, membres du comité des experts, on a fondé un collectif qui s'appelle le collectif Déterminé. Voilà, pour me présenter un peu brièvement. Alors, et puis je suis diplômée de l'université Paul Sabatier, justement, à Toulouse, donc sur un diplôme qui s'appelle Santé sexuelle et droits humains. Donc c'est l'occasion d'en parler et pour moi aussi de défendre la santé sexuelle comme voilà, un élément en tout cas principal de nos vies aussi et auquel il faut penser. Alors, petite introduction rapide. Déjà, est-ce que la santé sexuelle, ça vous parle? Voilà, donc j'ai mis trois images. Alors c'est dommage, c'est pas très interactif le webinaire, mais voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est mais de quoi va-t-on bien pouvoir parler? Ou peut-être que c'est un tabou, puisque il y a santé, mais il y a aussi sexuel, donc il y a le côté peut-être tabou de la sexualité. Ou bien peut-être que vous êtes là par curiosité pour approfondir vos connaissances sur la santé sexuelle, mais c'est déjà quelque chose sur lequel vous êtes très à l'aise. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'en parler aujourd'hui, de consacrer ce séminaire à la santé sexuelle et d'en apprendre peut-être un peu plus sur ce sujet, de quoi on parle quand on parle de santé sexuelle, quelles thématiques on aborde et quel lien avec le handicap. Alors déjà, notre webinaire, il arrive, j'allais dire, à point nommé, puisque il a été organisé pendant les semaines de la santé sexuelle. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en plein démarrage, on va dire, parce que ça a démarré lundi, des semaines nationales de la santé sexuelle qui ont lieu en fait en France, dans toutes les régions, qui sont placées sous l'égide de Santé publique France et qui associent différents acteurs comme Promotion Santé, en fait, et notamment ici en Occitanie, Promotion Santé Occitanie. Donc on a beaucoup de chance en Occitanie puisqu'on n'a pas une semaine mais bien 2 semaines pour parler de santé sexuelle. Ça, c'est des choix régionaux. Et donc, voilà, jusqu'à mi-juin, il y aura un peu partout sur le territoire, que ça soit en visio comme aujourd'hui ou bien des actions en présentiel sur la thématique de la santé sexuelle, avec quatre thèmes qui sont abordés en priorité, les grossesses non prévues, la contraception, la prévention des IST, le sujet des violences et le sujet des dysfonctions sexuelles. Voilà. Bon, après, on a le droit, évidemment, d'aller sur d'autres thématiques si on le souhaite. En tout cas, c'était l'occasion pour Intimagir de parler de santé sexuelle et de profiter de cette quinzaine pour expliquer de quoi on parle quand on évoque la santé sexuelle. Et puis, toujours dans la santé sexuelle, il y a aussi le 4 septembre. Le 4 septembre, c'est la journée mondiale de la santé sexuelle
justement pour sensibiliser là, au niveau national et international, de sensibiliser le public, les différents publics, sur les différentes dimensions de la sexualité, et puis pour prévenir aussi les violences, les discriminations, les inégalités en matière de sexualité et de santé sexuelle. Ce qui permet d'aborder différents thèmes, comme par exemple la pornographie, les violences sexuelles, des questions qui peuvent être sensibles. Voilà, je vous ai mis cette petite image que j'aimais beaucoup. Je crois que c'est une image québécoise d'ailleurs. Voilà, Journée mondiale de la santé sexuelle, quelle que soit notre autonomie, notre âge ou notre handicap. Alors il manque une femme, mais en tout cas, nous avons tous droit à une santé sexuelle. Alors, partons déjà des définitions, puisque qu'est-ce que c'est que la santé sexuelle? Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors déjà, on va s'intéresser déjà à la définition de la santé, puisqu'avant de parler de santé sexuelle, on va partir de la définition de la santé, notamment celle donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'OMS, elle va définir en fait la santé physique, la santé mentale et aussi la santé sexuelle. Ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'en général, quand on demande à quelqu'un si on parle de sa santé, on va peut-être avoir une approche, la première approche, c'est bah, je suis pas malade, donc je suis en bonne santé. On va voir en fait que l'OMS a une approche très différente de la santé. C'est pas seulement en fait ne pas être malade, c'est également en fait, enfin c'est surtout, c'est ça l'approche aussi positive, c'est de vivre dans un état de complet bien-être. Et ce bien-être, il est physique, mental et social. Donc c'est pas seulement voilà ne pas être malade, mais c'est vraiment de se sentir bien. Donc c'est vraiment important déjà de retenir que la santé, déjà elle va prendre en fait la personne dans sa globalité. C'est pas seulement la santé, c'est pas seulement physique, hein, c'est vraiment tout ce qui va concerner en fait le corps, les émotions, la vie relationnelle notamment. Voilà, parce que finalement on peut être en bonne santé physique, enfin ne pas avoir de maladie, mais peut-être que eh bien au niveau relationnel, voilà, on n'aura peut-être pas une bonne santé ou une bonne santé aussi mentale. Euh, et donc l'OMS a défini la santé mentale qui correspond à un état de bien-être mental et qui va expliquer aussi l'OMS que ça nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, réaliser notre potentiel, bien apprendre et bien travailler et contribuer à la vie de la communauté. Donc là aussi, en fait, la santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux. Et ce qui est important de rappeler, et on le verra que ça sera redit aussi pour la santé sexuelle, c'est que la santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Et donc on en arrive à cette fameuse définition de la santé sexuelle, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, même bientôt 15-20 ans, que l'OMS en fait a donné une définition de la santé sexuelle. Donc, vous pouvez retenir que la santé sexuelle, c'est là aussi un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Et là aussi, ce n'est pas en fait seulement l'absence de maladie, alors, il l'appelle comme ça, de dysfonctionnement ou d'infirmité, c'est noté comme ça dans la définition. Et ça va un petit peu plus loin. L'OMS en fait indique dans sa définition que la santé sexuelle va exiger une approche positive et respectueuse et de la sexualité et des relations sexuelles. Quand on dit positive et respectueuse, par exemple, nous, notre approche, alors quand je dis nous, voilà, avec mes collègues, avec le centre ressources, c'est que l'approche positive, c'est ne pas avoir uniquement en fait, une approche centrée en fait, sur les risques, sur la prévention, mais également aussi sur une approche centrée sur la sexualité en fait, au sens large, le désir, le plaisir sexuel, pour aller justement vers cet état de bien-être. Ça change un petit peu notre prisme parce qu'on a souvent été habitué à voir la sexualité sous l'angle des risques, parce que c'est souvent ce qui nous a été donné comme information. Alors certes, la prévention des risques, elle est importante, on en reparlera, mais c'est pas uniquement ça. Et on le voit dans la photo en fait qui met en valeur la définition. On va parler aussi de plaisir. Voilà. Et donc ça va être aussi la possibilité d'avoir des expériences sexuelles, donc des relations sexuelles qui soient agréables et sécuritaires sans coercition, ni discrimination, ni violence. Donc va s'inscrire en fait dans la santé sexuelle et dans les objectifs d'une bonne santé sexuelle, que ça soit une bonne santé sexuelle intime, personnelle, ou la santé sexuelle plus générale en fait d'une société, d'une communauté, d'éviter évidemment toute forme de violence ou de discrimination, d'emprise, de contrôle, etc.
Et voilà, peut-être juste pour faire un petit retour historique, cette définition, en fait, elle est telle qu'on la connaît jusqu'à présent, depuis quelques années, comme je vous l'indiquais, mais il y a 50 ans, l'OMS définissait déjà la santé sexuelle, mais lui donnait une approche finalement un petit peu différente. On ne retrouvait pas ce mot de bien-être. Et ce qui m'avait interpellée, c'est que, alors on avait les mots d'enrichissement et d'épanouissement, donc ça vient rejoindre le bien-être, et on avait aussi de la communication et de l'amour. Donc l'amour était présent dans la définition de la santé sexuelle. Voilà, il n'y est plus, voilà, il y a une vision différente, peut-être pour éviter aussi de lier le côté amour et la perception du sentiment amoureux, et puis le côté santé et sexualité. Voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'en fonction aussi de nos évolutions de société, eh bien, on a des définitions qui évoluent aussi, c'est pas quelque chose qui est figé, en tout cas, dans le temps. Alors, la santé sexuelle, donc pour résumer un peu cette définition, c'est une question de bien-être, c'est pas seulement l'absence de maladie, ça va exiger donc le respect, la sécurité, l'absence de discrimination et de violence. La santé sexuelle va dépendre du respect de certains droits humains. On verra qu'il y a même des droits sexuels humains, je vous en reparlerai tout à l'heure, je vous listerai les droits sexuels humains que l'OMS aussi a définis, a déterminés. Et la santé sexuelle, c'est évidemment important aussi, tout comme la sexualité, c'est quelque chose en fait qui concerne tout le monde, qu'on soit un enfant, un adolescent, une personne adulte ou une personne âgée, ou et bien entendu qu'on ait un handicap ou pas. Voilà, c'est une question en tout cas qui va se poser tout au long de la vie d'une personne, ce qui va aussi montrer qu'on peut avoir une santé sexuelle qui évolue. Parfois, je peux être en bonne santé sexuelle et puis suite à un accident de vie, à voilà, une maladie, je peux être peut-être en moins bonne santé sexuelle, donc c'est important de le prendre en compte. Et bien sûr, la sexualité ne s'arrête pas à un certain âge, voilà, voilà, jusqu'à la vieillesse et jusqu'à la mort, on peut avoir une sexualité. Et donc la santé sexuelle va s'exprimer en fait sous ces différentes formes, différentes sexualités, différentes formes d'expression sexuelle. Et la santé sexuelle va être influencée par des normes, des rôles, des attentes, voire parfois des dynamiques de pouvoir, et ça on le verra tout à l'heure. Et bien entendu, la santé sexuelle, elle concerne donc tout le monde, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que la santé sexuelle, elle ne concerne pas que l'intime, en fait. Elle ne concerne pas que l'individu et son intimité, mais elle concerne bien le collectif et c'est un sujet politique. Quand on parle de santé sexuelle, on ne parle pas uniquement de soi ou de sa relation à l'autre, on va aussi parler de toutes les dimensions qui sont liées, en fait, au milieu de vie auquel on appartient et à la société aussi dans son ensemble, que ce soit notre société en France, mais également la santé sexuelle dans son ensemble, en fait, j'allais dire un peu partout dans le monde en fait, parce que malheureusement, en fonction aussi des pays et des sociétés, la santé sexuelle en fait bah, n'est pas respectée ou n'est pas atteinte de la même manière. Voilà. Et bien sûr, ça engage aussi le politique et ça nous engage aussi en tant que citoyens. On pourrait même parler de citoyenneté sexuelle. Alors, quand on parle de santé sexuelle, après l'avoir définie, je vous propose de voir les thématiques, finalement, de quoi parle-t-on, puisqu'on a donné une définition générale, mais finalement, ça va regrouper quoi? Eh bien, on va parler de, par exemple, bah, des préventions et des traitements des IST, des infections sexuellement transmissibles. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais on doit bien sûr prendre en compte les IST, les différentes maladies. Ça fait quand même partie, évidemment, de la santé sexuelle. On va aborder aussi toute la dimension de la santé reproductive, avec notamment l'accès à la contraception et aux services de santé reproductive. Mais ce n'est pas uniquement en fait ces aspects de prévention et de prévention de certains risques. On va aussi parler de respect du consentement. Donc le consentement, en fait, il va faire partie de la santé sexuelle, puisque tout à l'heure, je vous le rappelais dans la définition, si vous vous souvenez, il y avait ce côté, c'est vivre en fait des relations sexuelles exemptes en fait de violence, de discrimination. Donc voilà, c'est aussi la question du consentement qui va être centrale. Et qui dit consentement dit aussi bah, prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et bien sûr, la reconnaissance des diversités sexuelles et des diversités aussi de genre. Cette santé sexuelle, elle peut être prise en compte, par exemple, sur certains sites. Je vous donne comme référence le site Questions Sexualité, qui est un site assez précieux en matière de sexualité si vous cherchez des informations. Le site, en fait, a sélectionné, en fait, enfin, mis des thématiques, et les thématiques, elles vont aussi tout à fait dans le sens de la définition de la santé sexuelle, comment je peux m'informer sur les différentes infections ou maladies, comment je peux choisir ma contraception,
Donc, par exemple, si vous allez y faire un tour sur ce site, vous verrez voilà, quels sont les différents modes de contraception, le coût de chaque contraception, l'efficacité, etc. C'est aussi bien sûr la dimension du corps. Tout à l'heure, on le voyait, la santé sexuelle intègre la dimension physique, donc connaître son corps, connaître le corps de l'autre et connaître sa sexualité. Tout ce qui tourne autour de la conception et des grossesses, et puis la lutte contre les violences et les discriminations. Donc vous voyez, c'est indiqué comme ça dans le moteur de recherche, et voilà, le lien est évidemment extrêmement fort sur, vis-à-vis pardon, de la définition de la santé sexuelle. Alors, quels sont les enjeux? On a vu la définition, les thématiques, de quoi on parlait. Quels sont les enjeux aujourd'hui en matière de santé sexuelle? Pourquoi c'est essentiel d'en parler? C'est vrai que le mot santé sexuelle, peut-être qu'avant de venir à ce webinaire, ça ne vous parlait pas forcément, ou voilà, c'est peut-être une thématique qu'on n'entend pas tellement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé, de plus en plus de santé mentale, mais la santé sexuelle, c'est peut-être pas encore une thématique, voilà, qu'on parle, on va dire, de manière ouverte, ou auquel le grand public peut être sensibilisé. On va se dire, bah, pourquoi c'est essentiel d'en parler? Mais on va donner des cas concrets. Malheureusement, hein, c'est pas, voilà, évidemment des cas très joyeux et positif, mais c'est important de rappeler que eh bien, partout dans le monde, des femmes, par exemple, vont subir, enfin dans certains pays du monde, des femmes vont subir des mutilations génitales, que dans d'autres pays du monde, parfois les mêmes, en tout cas des filles sont mariées de force, que l'avortement est interdit dans de nombreux pays du monde, et qu'on peut se poser la question de la santé sexuelle, et notamment la santé sexuelle des femmes lorsqu'en fait elles ne peuvent pas recourir à l'IVG. Que les personnes, en fait, tout à l'heure on a parlé des orientations sexuelles, les personnes en fait LGBT, pardon, il y a un petit i en plus, LGBTQIA+, donc les personnes voilà, qui peuvent être par exemple, homosexuelles, bisexuelles, des personnes trans, bah, doivent cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et si elles l'affichent, elles peuvent subir des violences ou des discriminations. Que le VIH, en fait, les IST de manière globale sont encore bien présents, malheureusement partout dans le monde, hein, c'est pas éradiqué. On se rappelle aussi, même si aujourd'hui sur le VIH, évidemment, il y a des traitements, il y a quand même aujourd'hui 40 millions de personnes qui vivent dans le monde avec le VIH. Et tout le monde n'a pas accès, en fait, il y a encore enfin, plusieurs millions de personnes, je crois que c'est de l'ordre de 7 millions de personnes qui n'ont pas accès, en fait, au traitement, donc susceptibles de décéder des suites du VIH. Que tout le monde aussi n'a pas accès à un moyen de contraception ou bien se voit imposer un mode de contraception, c'est aussi une question euh, aussi, qui peuvent être pourquoi ne pas y avoir accès, parce que une difficulté en fait que les moyens de contraception soient disponibles, ou une question de coût, de connaissances, etc. Les violences sexuelles qui sont encore trop nombreuses, que ce soit en France ou partout ailleurs, et qui peuvent concerner malheureusement tout le monde, mais encore plus les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des femmes, voilà, avec vraiment, j'insiste hein, sur le fait que la situation de vulnérabilité accroît le risque de vivre des violences sexuelles. Et puis c'est essentiel d'en parler puisque l'éducation à la sexualité, soit elle n'existe pas, soit elle est remise en cause, hein. Si on s'intéresse au programme d'éducation à la sexualité qui normalement devrait être mis en place depuis 2001 et ne l'est pas tout à fait proposé, loin de là en fait dans les établissements scolaires, qui doit être reproposé, enfin qui est reproposé pour la rentrée prochaine avec un nouveau programme. Et on voit aussi comment, enfin on a quelques mouvements en fait par exemple dans notre société qui s'opposent à la mise en place de l'éducation à la sexualité. Alors que dans l'éducation à la vie affective et sexuelle, bien entendu, il y a l'objectif de viser une bonne santé sexuelle, c'est-à-dire un état de bien-être pour tout un chacun. Et puis c'est essentiel d'en parler, donc dans évidemment le champ du handicap, hein, les personnes en situation de handicap, aujourd'hui des personnes qui ne vivent pas leur sexualité librement. Pourquoi elles ne le vivent pas librement? Parce que leurs droits, par exemple, ne sont pas respectés. Donc les grands enjeux de la santé sexuelle, notamment en France, donc l'éducation à la sexualité qui est inégalement appliquée, ça on vient d'en parler, l'inégalité d'accès aux soins. Il y a aussi des barrières en fait dans l'accès aux soins en santé sexuelle. Des personnes en fait, on a l'impression que vivent dans notre société, l'accès en fait aux soins est facilité, pris en charge, etc. Et on se rend compte que les inégalités d'accès aux soins sont encore très présentes. Ça peut être du fait de l'éloignement, par exemple, voilà, parce que la couverture en matière de santé est
en matière donc de santé sexuelle. On sait tous et tous que c'est difficile de parfois trouver des spécialistes sur un territoire rural, par exemple, mais des spécialistes en santé sexuelle ne sont pas forcément présents sur tous les territoires. Si vous voulez avoir rendez-vous avec un gynécologue, un sexologue, eh ça ne sera pas forcément évident de trouver une personne en fait disponible, accessible sur votre territoire. Et puis des personnes aussi qui, en fonction euh, de leur situation, peinent en fait à trouver des personnes qui puissent les accueillir, comment dire, avec bienveillance parfois, il faut se le dire, c'est pas toujours évident pour une personne en situation de handicap ou une personne LGBT, des personnes migrantes en fait, de bénéficier aussi d'un accueil bien traitant et bienveillant en matière de santé et encore plus en matière de santé sexuelle. Parce que malheureusement, le jugement, il peut intervenir et il peut intervenir rapidement. Et l'IVG, pareil, pour vous donner un exemple, dans l'inégalité d'accès aux soins, eh bien, même si depuis l'inscription dans la Constitution, on dit bah, il y a une liberté, voilà, qui est de recourir à l'IVG, mais c'est pas parce qu'on inscrit en fait ce droit que ce droit il peut être mis en pratique facilement, d'accord? Donc voilà, par exemple, dans certaines zones rurales ou ultramarines, bah, il y a des accès qui peuvent être plus compliqués à la contraception, l'IVG ou au dépistage. C'est un enjeu aussi de par les violences sexuelles, parce que malheureusement, en fait, on a encore beaucoup trop de personnes, des femmes, des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qui déclarent avoir déjà été victimes de violences sexuelles. Voilà, ou des enfants aussi. Voilà, je sais pas si vous le savez, mais un enfant sur 10 serait victime, et c'est sans doute minoré, mais de violences sexuelles, d'inceste, voilà, pendant son enfance. Euh, et puis malheureusement, les violences qui touchent aussi les personnes en situation de handicap et notamment les femmes en situation de handicap. Et puis bien sûr, les violences au sein du couple, les violences conjugales qui vont avoir des impacts sur la santé sexuelle, mais aussi la santé physique et la santé mentale. Et puis la discrimination et la stigmatisation de certaines personnes, donc j'en ai déjà parlé, mais aussi par exemple de personnes LGBT ou aussi des travailleuses du sexe qui peuvent être exclues, qui sont souvent exclues même des politiques de santé publique. Et les enjeux de la santé sexuelle, ils sont aussi présents partout dans le monde, avec à peu près les mêmes thématiques qu'en France, et puis d'autres encore, hein, parce que les droits sexuels, les droits humains sont encore moins respectés dans certains pays, avec des censures, par exemple, sur l'éducation à la sexualité, voilà, la problématique des IST, du VIH, l'accès au traitement ou au dépistage, les mutilisations, pardon, sexuelles, et l'accès à la contraception aussi qui n'est pas malheureusement accessible à toutes. Alors, on a vu quels étaient les enjeux. On peut s'intéresser aussi maintenant à quels sont les déterminants de la santé sexuelle. Les déterminants, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on peut être en bonne santé sexuelle ou au contraire, en fait, ne pas être en bonne santé sexuelle, donc ne pas pouvoir accéder à cet état de bien-être ou au contraire, voilà, malheureusement, voilà, subir des maladies, des infections, des difficultés en fait liées à sa santé sexuelle. Donc, je vous mets ce schéma que j'aime bien, qui est un schéma qu'on utilise beaucoup en santé, qui peut évidemment se lire en santé sexuelle, où on va prendre en compte, en fait, pour être en bonne santé, et en bonne santé sexuelle, on va s'intéresser en fait, à différents facteurs. Bien sûr, on va prendre l'état de santé global de la population, et ensuite on va s'intéresser finalement et se questionner sur les différents cercles en fait qui représentent soit les caractéristiques individuelles, qui jouent aussi, hein. En effet, on a chacun et chacune nos caractéristiques biologiques, génétiques, qui fait que parfois même dès la naissance, on ne sera pas en aussi bonne santé que voilà, son voisin par exemple, ou son camarade. Voilà, ça va jouer aussi à des caractéristiques qui malheureusement sont présentes et donc dont il va falloir tenir compte. On va rentrer aussi dans les caractéristiques individuelles, des compétences personnelles et sociales, même si on va se rendre compte que ces compétences sociales et personnelles, elles vont être influencées très certainement par les autres cercles de couleurs et par la réflexion qu'on va pouvoir avoir sur les milieux de vie, etc.
les habitudes de vie et les comportements. Pour vous donner un exemple, par exemple, si, alors sans vouloir voilà, juger, mais voilà, si en effet j'ai une hygiène de vie entre guillemets, je prends par exemple, voilà, je bois beaucoup d'alcool, je me drogue, etc. Il est possible que ça ait un impact sur ma santé physique à terme, sur ma santé mentale et peut-être aussi sur ma santé sexuelle. Voilà, donc ça, on va en tenir compte. C'est important de connaître aussi les habitudes de vie, les comportements en fait de chaque individu. Et puis bien sûr, ses caractéristiques socio-économiques, son niveau de revenu pourra être aussi un indicateur par rapport à son accès en fait à des soins. Notamment si par exemple il y a des soins qui ne sont pas entièrement en fait pris en charge et qu'il va falloir les payer en fait, eh bien c'est plus facile d'y accéder lorsqu'on a des revenus élevés plutôt qu'évidemment quand on n'a pas de revenus suffisants. Et ensuite, on va s'intéresser au milieu de vie, les milieux de vie plutôt, puisqu'on fait tous, toutes et tous partie de différents milieux, on fait partie de notre famille déjà, donc c'est comment elle va nous influencer. Si par exemple la sexualité était un sujet tabou dans notre famille, si on n'en parle pas, ça va peut-être être aussi, on va l'intégrer comme croyance, la sexualité ça ne regarde que moi et je vais pas en parler. Donc peut-être une difficulté à en parler à un professionnel de santé. Alors que peut-être que si j'ai vécu dans une famille où le sujet était plus ouvert, je vais oser, si j'ai quelque chose qui va pas, je vais me regarder, je vais m'examiner, je vais me dire, oula, il faut que j'en parle en fait, il faut que j'en parle à un professionnel de santé, je vais savoir qu'il existe des professionnels de santé sexuelle et pouvoir aller les rencontrer. Le milieu aussi, bien sûr, où on peut faire notre scolarité, qui va jouer aussi. Le milieu de travail, donc voilà, en milieu professionnel également, qui peuvent influencer aussi notre santé sexuelle. Si par exemple je suis victime de discrimination liée à mon orientation sexuelle ou à mon genre, si je suis victime de harcèlement sexuel au travail, eh bien ça va affecter ma santé sexuelle de manière globale. Et puis mon milieu d'hébergement, là on peut faire le lien avec le handicap, on peut se poser la question, est-ce que vivre en fait en établissement médico-social, est-ce que vivre en institution va avoir une influence positive ou au contraire peut-être moins positive sur ma sexualité? Est-ce que ça va me permettre de faire des rencontres ou au contraire ça va m'empêcher en fait d'en faire et dans ce cas-là, voilà, est-ce que ça va être un sujet tabou pour les professionnels et je ne serai peut-être pas soutenue dans mon épanouissement sexuel? Vous voyez, c'est toutes les questions qu'on va pouvoir se poser. On va imaginer que dans un milieu, dans un foyer par exemple, ou un établissement où on va pouvoir aborder, où il y aura des personnes, des professionnels formés à la santé sexuelle, où je vais pouvoir bénéficier de séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, et je vais pouvoir parler de ce sujet et m'exprimer, eh bien peut-être que j'aurai une meilleure santé sexuelle que si ce sujet il est complètement tabou, fermé, et que je ne peux pas du tout exprimer ma sexualité. Et puis après, plus globalement, autour du milieu de vie, on va s'intéresser au système. Donc là, voilà, par exemple, le système de santé et de services sociaux, est-ce que le système de santé, il est payant, il est public, gratuit, est-ce qu'il est accessible? Voilà, c'est toutes les questions aussi qui vont se poser de cet ordre-là au niveau plus macro. euh, de notre société. Est-ce qu'il va y avoir aussi, par exemple, de l'éducation à la sexualité? Est-ce que ça va être mis en place aussi dans la société ou pas? Et je vais pouvoir accéder à des informations ou pas. Et puis plus globalement, bien entendu, et ça c'est évident dans tous les pays du monde, c'est comment les contextes en fait, que ça soit un contexte politique, que ça soit un contexte au niveau des lois, que ça soit le contexte démographique, que ça soit le contexte, l'environnement aussi, ou le contexte social et culturel, eh bien tout ce contexte va influencer aussi l'ensemble en fait des autres cercles, hein, finalement, ça va influencer les systèmes, ça va influencer, qui vont ensuite influencer les milieux de vie, puis les caractéristiques en fait individuelles. D'accord? Si pouvait donner l'exemple, tout à l'heure je parlais de l'IVG parce que c'est vraiment quelque chose de très parlant. Mais voilà, quand on restera en fait avec des politiques, si on citait les États-Unis par exemple, où voilà, on interdit en fait, on interdit le recours à l'IVG, eh bien voilà, ça va avoir des conséquences, j'allais dire en série, sur même les caractéristiques individuelles, où par exemple, une femme devra voilà, avoir un bébé dont elle n'avait pas du tout envie, qu'elle n'avait pas les capacités d'élever, par exemple, avec tout ce que ça va pouvoir générer comme conséquence. Donc voilà, c'est important
important en tout cas de l'avoir en tête. Aujourd'hui, il y a eu, il y a quelque temps, il y a une enquête là qui est en train d'être, je lisais un article sur une enquête qui était en train d'être menée sur les conséquences aussi du retrait en fait de Trump dans certaines politiques où il y avait de l'argent qui était mis justement pour lutter contre le VIH dans des pays africains. Et c'était un témoignage en Ouganda d'une maman qui était une jeune mère en fait qui avait le VIH, qui était maman d'un jeune en situation de handicap et elle acceptait de prendre son traitement si elle était suivie par une assistante sociale, voilà, avec qui elle avait noué une relation de confiance. Et malheureusement, en fait, les budgets ayant été coupés, eh bien, elle ne peut plus, la personne ne peut plus exercer en tant qu'assistante sociale et eh bien, la personne est en train la femme en question est en train de se laisser mourir, voilà, du fait de ne plus avoir accès en fait à un centre de soins et d'accueil et d'accompagnement avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa famille, parce que qui va s'occuper de son enfant? Voilà, il pose évidemment toutes les questions, puis les questions aussi, bien sûr, économiques, en fait, dans des milieux déjà précaires. Bon, c'était la carte justement pour parler du droit à l'avortement et de montrer aussi comment un contexte législatif pouvait aussi avoir des conséquences sur les, les systèmes en fait de santé, le milieu de vie et puis les personnes en individuel. Je ne manque pas de vous présenter cette roue parce que quand on parle de santé sexuelle, c'est important de s'intéresser à cette notion. On peut parler de privilèges, voire de normes, hein. De toute façon, quand on parle de privilèges, c'est souvent en référence aussi à une norme. Et cette roue, je la trouve très parlante par rapport à la situation en fait, dans laquelle on peut être et se dire que eh bien, ça a un lien aussi très souvent avec sa santé sexuelle. En gros, on ne va pas se le cacher, c'est que plus on est proche du centre, plus on a accès on est privilégié, que ça soit en termes de revenus, que ça soit en termes de langue, que ça soit en termes de citoyenneté, que ça soit en termes d'orientation sexuelle. Plus je me rapproche de la norme, en fait, j'allais dire en vigueur dans la société, plus j'ai de chances, on va dire, d'être en bonne santé sexuelle et d'avoir accès aussi à des services, en fait, de santé sexuelle. Si par exemple, bien évidemment, euh, je sais lire, j'ai un niveau aussi d'éducation suffisant, bah voilà, je vais aussi comprendre comment le système fonctionne, je vais y avoir accès facilement. Si j'ai des revenus, bah, je vais pouvoir prendre des rendez-vous plus facilement peut-être avec des personnes, avec des professionnels de santé aussi plus variés, j'allais dire. Euh, Mon lieu d'habitation peut changer, peut évidemment modifier la donne, on en a parlé, si je vivais en zone rurale, mais également mon statut, c'est-à-dire si voilà, je suis sans domicile fixe, ben, l'accès à une bonne santé sexuelle, c'est presque évident, mais va être en tout cas beaucoup plus difficile. Et bien sûr, par rapport aussi au handicap, selon mes capacités, que ce soit des capacités physiques ou bien également si je suis, enfin la neurodiversité, donc si je suis une personne neurotypique, c'est plus facile de comprendre aussi, peut-être d'accéder en tout cas, voilà, aussi à certaines communications, à certaines informations, et puis voilà, certains en tout cas privilèges que si j'ai des neurodivergences plus importantes. Alors, justement, ça nous fait passer et penser aux droits sexuels. Donc, tout à l'heure, je vous citais qu'en matière de santé sexuelle, la santé sexuelle exigeait le respect des droits sexuels et notamment donc, ce qu'on appelle les droits sexuels humains, donc qui ont aussi été définis par l'OMS, récemment, il y a une quinzaine d'années. Donc, les droits sexuels, en fait, sont vraiment une déclinaison des droits humains. Voilà, donc vous les avez à l'écran, mais peut-être pour en commenter certains, bah, par exemple l'article 3 qui rappelle bien ce droit au respect de la vie privée. C'est important parce que parfois on vient se questionner, enfin très souvent même dans les établissements, au respect de la vie privée, de l'intimité de la personne. Est-ce qu'on respecte sa chambre en fait, qui est son lieu de vie? Voilà, le droit vraiment de pouvoir avoir une vie privée aussi et que on la respecte évidemment. On a par exemple aussi le droit de décider du nombre d'enfants que l'on souhaite avoir et de l'espacement de ses grossesses. Donc ça veut vouloir dire si je ne veux pas d'enfants, eh bien ça doit être aussi accepté. Mais si j'ai envie d'avoir des enfants, et vous voyez, ça vient aussi interpeller la question du handicap, où c'est un sujet sur lequel on réfléchit, bien entendu. On essaye de mettre en place des différentes actions, comme le dispositif Cap Parents au sein du centre ressources Intime Agir, pour permettre à des personnes en situation de handicap
handicap, et bien, bah, justement d'avoir ce droit de décider d'avoir des enfants et de pouvoir être accompagné pour cela. Les droits à l'information ainsi qu'à l'éducation, donc ça fait partie aussi des droits sexuels pour être en bonne santé sexuelle, mais encore faut-il être informé et même recevoir une éducation à la vie affective et sexuelle. Et puis les droits au plus haut niveau de santé possible, par exemple, donc on en parlait tout à l'heure, parfois de l'éloignement de certains acteurs de santé sexuelle, mais aussi de leur accessibilité. Voilà. Est-ce que si je vais voir un professionnel de santé sexuelle, est-ce qu'il va connaître le ou les handicaps? Voilà. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier aussi de soins qui soient adaptés et que voilà, je vais en tout cas me sentir bien aussi, c'est important, voilà, quand j'accède un soin en santé mentale, santé physique ou santé sexuelle, voilà, que je puisse recevoir aussi un accueil bienveillant et bien traitant. Alors, en déclinaison de tout cela, nous avons en fait une stratégie, enfin en France en fait, on est doté d'une stratégie nationale de santé sexuelle. Alors, ce document, vous pouvez le trouver en ligne, il est téléchargeable en fait, hein, c'est un PDF, donc avec l'agenda 2017-2030. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, depuis 2017, il y a cette stratégie de santé sexuelle qui va intégrer en fait, qui va être intégrée à la stratégie nationale de santé plus globale. L'objectif en fait de cette stratégie de santé sexuelle, c'est garantir à chacun et à chacune une vie sexuelle autonome, satisfaisante et sans danger, ainsi que le respect de ses droits. Avec plusieurs objectifs, bah, l'éradication de l'épidémie de VIH à l'horizon 2030, puisque c'est encore présent en France, l'évolution des représentations sociales qui sont liées au genre, à l'orientation sexuelle ou au statut sérologique, et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, vraiment, c'est les trois grands objectifs qui sont donnés par la stratégie de santé sexuelle, mais vous verrez après qu'il y a des sous-objectifs, en tout cas, dont un dont on va reparler, puisqu'il y a un objectif qui va concerner les personnes vulnérables. Donc on va s'intéresser, notamment dans l'objectif 2, à prendre en compte la sexualité des personnes en situation de handicap et des personnes âgées où le constat avait été fait, donc avant de lancer cette stratégie nationale, par exemple, la vie en établissement qui pouvait être un frein à l'intimité, au respect de l'intimité, que l'activité, la sexualité en fait en établissement pouvait être considérée encore comme soit inexistante, soit pouvant déranger, gêner, et donc elle était souvent malheureusement mise de côté. Que les constats qui étaient faits aussi, c'était de se dire, bah, tout à l'heure on parlait de santé sexuelle et de prévention des violences sexuelles, et donc voilà, il y avait un constat hein, où les violences sexuelles, je vous disais tout à l'heure dans les chiffres, on se rend compte que les personnes les plus vulnérables et les personnes en situation de handicap sont davantage victimes de violences sexuelles, et donc ça fait partie aussi des constats, et donc bien sûr, il faut prévenir et lutter contre les violences sexuelles, ça fait partie aussi des objectifs de cette stratégie nationale. Et puis aussi la prévalence, en fait, hein, ça on ne sait pas forcément parce qu'on n'en parle pas. Parfois, on a aussi des croyances ou des stéréotypes liés en fait aux IST. Mais voilà, les risques liés aux IST et au VIH, en fait, bah, existent aussi dans la population de personnes en situation de handicap. Mais il y a rarement des campagnes qui vont être de dépistage, par exemple, ou de prévention qui vont être ciblées. Donc là aussi, il était nécessaire d'agir. Et donc cette stratégie de santé sexuelle a proposé voilà, plusieurs choses. Je ne vais pas tout vous lister, mais vous aurez la présentation. Mais l'idée, c'était de réfléchir, en tout cas, à mettre en place pour les personnes en situation de handicap à une éducation adaptée, accompagner aussi les familles et accompagner les professionnels sur ces sujets-là. En gros, il faut former tout le monde, enfin sensibiliser et former pour que le sujet de la sexualité et de la santé sexuelle ne soit plus un tabou et qu'on puisse voilà, en parler ouvertement. Et donc, au-delà de parler de cette stratégie nationale de santé sexuelle, qui est un document, on va dire, plus global sur toute la stratégie et lié à tous les publics, parce que là, je vous ai fait un focus sur la santé sexuelle dans le champ du handicap, mais il y a tout un axe aussi sur les jeunes, par exemple, voilà, une prise en compte aussi de la santé sexuelle des plus jeunes générations. Enfin voilà, tous les publics sont ciblés.
Et pour vous parler aussi d'un autre document officiel, alors RBPP de la HAS, ça fait un peu, voilà, tout plein de sigles, donc la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé, qui a été publiée il y a quelques mois maintenant, donc en février, suite en fait aux réflexions d'un groupe de travail national. Avec un lien très fort, bien sûr, sur, évidemment, sur la vie intime, affective et sexuelle, et donc sur la santé sexuelle. Avec cette citation, en fait, hein, la RBPP indique que la santé sexuelle dépend de l'accès à une information loyale, claire et adaptée, de la connaissance de certains risques de la vie intime, affective et sexuelle, ainsi que d'un accès aux soins de santé sexuelle et d'un environnement promouvant la santé sexuelle. Voilà, donc presque l'action d'aujourd'hui, elle va même dans le sens, en tout cas, de ce que demande la recommandation de bonne pratique, en tout cas de favoriser la santé sexuelle, voilà, d'en tenir compte dans les établissements sociaux et médico-sociaux, avec différents thèmes abordés qui sont listés. Et si vous vous souvenez des thèmes que j'avais présentés tout à l'heure, on est vraiment en lien. Évidemment, ce sont les mêmes thématiques, l'approche positive, aborder la santé sexuelle sous l'angle des risques, IST, contraception, mais pas que, parler de la reconnaissance, de la place du désir, de l'intimité et du plaisir, de tous les enjeux aussi liés à l'expression du genre et à l'orientation sexuelle pour justement prévenir et lutter contre les discriminations, et puis d'aborder aussi le repérage des violences sexistes et sexuelles. Voilà, ça c'était pour lister les thématiques en éducation à la vie intime, affective et sexuelle dans les établissements médico-sociaux, et on voit qu'évidemment ils sont fortement en lien avec les thématiques de la santé sexuelle. Donc la recommandation de bonne pratique, elle rejoint cette approche, d'ailleurs elle la cite dans son texte, elle rejoint cette approche de la santé sexuelle de l'OMS. Et voilà, donc évidemment, elle rappelle aussi que pour que des femmes et des hommes soient en bonne santé sexuelle, qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou valides, dépend en fait, dépendra de leur accès à des informations et de bonne qualité, c'est important aussi, sur le sexe et la sexualité, de connaissances aussi concernant les risques auxquels on peut être exposé, de leur capacité à accéder aux soins de santé sexuelle, donc c'est comment faire en sorte aussi de pouvoir accéder à des soins en fait sur son territoire, voilà, accessible au handicap. Pour vous donner un exemple concret, c'est la cartographie. Si vous allez sur le centre ressources Intime Agir, vous pouvez trouver alors en tout cas en Occitanie, mais je pense que c'est fait évidemment aussi dans les autres régions, mais vous pouvez cliquer sur votre territoire et puis pouvoir identifier des professionnels en santé sexuelle, que ce soit des professionnels en libéral, des associations, des institutions, qui vont pouvoir être contactés parce que spécialisés dans la santé sexuelle et le handicap. Alors, qui sont les partenaires en santé sexuelle? Alors déjà, pour parler des acteurs de la santé sexuelle, mais ils sont différents. Je les ai classés en fait par différents types d'acteurs. Enfin, en tout cas, ça me paraissait intéressant de voir que la santé sexuelle, elle regroupait en tout cas déjà plusieurs choses. Elle pouvait regrouper l'information, elle pouvait regrouper aussi le conseil et la thérapie. Parce que finalement, on peut aussi aller voir, si on va voir un sexologue, on sera, c'est sûr, même plutôt dans une prise en charge en fait, soit médicale, c'est un médecin spécialisé en sexologie, un médecin sexologue, ou bien une approche aussi de soins en santé sexuelle et une approche peut-être plus longue. Donc les acteurs en santé sexuelle, ils peuvent intervenir sur l'aspect thérapie, donc là c'est de la consultation où vous allez être accompagné par un professionnel de santé, mais ça peut être aussi, bien entendu, et il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, d'outils d'information en santé sexuelle, et c'est ça qui est extraordinaire, ça s'est vraiment développé ces dernières années, que ce soit des brochures, que ce soit des livres, je crois que très régulièrement, en tout cas, il y a des nouveaux livres qui sortent sur la santé sexuelle, la sexualité, la vie affective, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, je vous ai donné d'ailleurs quelques exemples, hein, ou sur internet également, même si on peut trouver un petit peu tout type d'informations. Donc c'est comment aussi apprendre en fait à trier, j'allais dire, et à développer son esprit critique par rapport à ce qu'on peut y lire, ou être accompagné justement pour connaître les sites internet de référence, les réseaux de référence pour être informé sur la sexualité.
Donc l'information, c'est vraiment l'information de base qui soit va être destinée à l'ensemble de la population, soit on peut aussi imaginer, et ça existe bien entendu, des brochures par exemple, des livres qui soient vraiment ciblés sur un public voilà, en particulier. Par exemple, Santé publique France édite une brochure, alors je ne l'ai pas juste sous les yeux, mais en tout cas, pardon, mais voilà, une brochure qui est dédiée justement au handicap, à l'étang Falck, donc voilà, facile à lire et à comprendre. Et elle est très chouette parce qu'elle regroupe justement toutes les thématiques de la santé sexuelle qu'elle aborde avec des illustrations et puis quelques phrases clés essentielles. Je citerai voilà, un ouvrage qu'on aime beaucoup, celui de Charline Vermont, Corps, amour et sexualité, qui s'adresse pour un premier ouvrage plutôt au public enfant, et elle a publié un autre ouvrage pour les plus de 18 ans, voilà, qui va aborder aussi toutes les questions de la vie affective et sexuelle et de la santé sexuelle. Et vous avez ce site aussi Questions Sexualité que j'ai cité tout à l'heure, que j'ai présenté, qui va aborder par grandes thématiques les différents items de la santé sexuelle. Et un niveau peut-être intermédiaire entre l'information qu'on peut trouver sur Internet ou par des brochures ou des livres, ça va être aussi le conseil. Là, voilà, pour moi, c'est ce niveau d'intervention de professionnels qui ne seront pas forcément thérapeutes, mais qui peuvent être en contact. Ils seront en contact avec des personnes qui ont des questions sur la sexualité ou des difficultés sexuelles. Ce que je mettrais comme exemple, en fait, dans ce conseil, ça peut être rencontrer un professionnel qui va apporter aussi des éléments de prévention, de messages de prévention sur les IST, et qui va pouvoir justement donner un conseil plus personnalisé. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller voir un thérapeute. On peut voilà, rencontrer des personnes dans des associations, par exemple, ou des centres de santé sexuelle sur ce type de questions. Et ça peut être aussi bah, les ateliers ou les séances de vie affective et sexuelle qui peuvent être dispensés dans les établissements scolaires ou dans les établissements médico-sociaux. Là, voilà, on va être sur un format d'animation, parfois de l'animation collective, mais on va un petit peu plus loin que l'information parce qu'il y a des échanges également, et puis c'est animé par des professionnels. Pour moi, l'aspect conseil et éducation va un peu plus loin que l'aspect information. C'est bien en tout cas, si justement on veut identifier si une société, j'allais dire, permet d'accéder à une bonne santé sexuelle, c'est de s'interroger sur finalement ces 3 niveaux. Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils existent? Parce que si on n'avait que l'information, bah, ça serait déjà pas mal, mais ça veut dire qu'il n'y a pas tous les autres aspects où on peut vraiment en fait, bénéficier de conseils, individualisés, d'espaces aussi de dialogue en fait sur ces sujets-là. Malheureusement, c'est le cas aussi de certaines personnes qui sont éloignées, soit de thérapeutes, soit qui ne bénéficient pas d'interventions dans des séances, par exemple. Ben, en fait, ils vont s'informer sur Internet, donc tant mieux, on peut trouver quelques informations, mais Internet ne va pas tout vous dire, en fait, ou même les livres, en fait, si vous avez une difficulté, un trouble sexuel, il peut y avoir plein de causes, et on a besoin de voir et d'accompagner la personne en thérapie pour pouvoir, ben, voilà, évidemment, avoir un accompagnement, en tout cas, approprié. Alors, qui sont les acteurs de la santé sexuelle? Donc on peut citer, alors j'espère que n'oubliez personne, j'ai essayé d'être un peu exhaustive, mais je pense pas forcément l'être. Voilà, donc veuillez m'excuser si j'en ai oublié. J'ai pensé à certains acteurs, mais comme j'ai cité, donc Santé publique France. Voilà, j'ai mis aussi des liens en fait que vous pourrez retrouver ensuite. Donc voilà, on parle des déterminants de santé notamment. Tous les centres de santé sexuelle aussi des départements. Donc sachez en fait que, par exemple, j'ai mis celui de la Haute-Garonne, mais vous pouvez les trouver sur les différents départements. Euh, donc ça, c'est important aussi que chaque conseil départemental, donc là c'est celui de la Haute-Garonne, puisse mettre à disposition ses centres de santé sexuelle. Peut-être que vous en avez entendu, mais par exemple, entendu parler, mais dans la Drôme, par exemple, eh bien, ils sont en train de fermer, en tout cas, des menaces de fermeture et de retrait de certains centres de santé sexuelle, ce qui vient interroger sur l'éloignement dans certaines zones, en fait, d'accès, en fait, à ces soins de santé sexuelle. Voilà. Il faut savoir que quand les centres de santé sexuelle ferment, eh bien, c'est les personnes les plus vulnérables qui en pâtissent, hein. Donc, personnes plus vulnérables, en situation de handicap, des femmes, des personnes victimes de violences, des personnes en situation de précarité. Donc, c'est important de continuer à défendre, en tout cas,
ces centres, enfin en tout cas tous les acteurs en tout cas autour de la santé sexuelle qui ben, évidemment bénéficient pour la plupart de subventions et sont parfois soumises aux aléas, j'allais dire, des choix budgétaires, politiques, économiques, etc. Et malheureusement la santé sexuelle, comme la santé mentale, si je peux me permettre, c'est pas toujours voilà, les mieux servis, les mieux lotis. Donc voilà, on a besoin aussi de toutes et tous de défendre en fait l'accès à la santé sexuelle. Voilà, des centres aussi, ce qu'on appelle les CEGID, des centres en fait d'information et de dépistage et de diagnostic, qui sont des centres gratuits. Et puis des instances comme le CORES, alors, ce qu'on appelait les COREVI avant, le COREVI VIH, et qui sont des comités régionaux en fait de coordination, en fait, hein, des comités de coordination régionaux sur la santé sexuelle. Des centres ressources et réseaux, bah, bien entendu, j'ai cité évidemment Intimagir. Vous avez là le site, hein, le lien pour Intimagir Occitanie. Promotion Santé Occitanie également, qui plus largement est sur toutes les thématiques de santé, mais évidemment aussi la santé sexuelle. Un centre ressources handicap et sexualité qui propose aussi des différentes sources d'informations sur son site internet, etc., des formations et tout type de ressources, le CRS, Centre ressources handicap et sexualité, donc là spécialisé sur le handicap, et puis après voilà, d'autres organismes, type voilà, les réseaux de soins en santé sexuelle, euh, voilà, sur santésexuelle.org, le planning, bien sûr, les plannings familiaux, hein, qui sont planning familial, voilà, qui sont présents aussi sur différents territoires. Euh, une association aussi voilà, dont je fais partie qui s'appelle le CIFRES, on est un organisme de formation et de recherche et d'éducation à la sexualité. Et les NIPS, voilà, je cite aussi parce que c'est un bon réseau en santé mentale et santé sexuelle, voilà, qui soit s'appelle les NIPS ou Sésame, et ils sont présents aussi à Toulouse, par exemple, pour ceux qui nous suivent et qui sont toulousains. Les acteurs de la santé sexuelle, mais ça peut être évidemment aussi des professionnels de santé sexuelle, donc je pense aussi aux sexologues, aux sexothérapeutes. Alors, le métier de sexologue, en fait, en France, c'est pas un métier référencé, répertorié. Vous voyez, comme médecin, on peut pas, bien sûr, afficher une PAC de médecin du jour au lendemain. C'est bien évidemment interdit, comme certaines professions qui sont bien entendu réglementées. Le métier de sexologue en France, contrairement à quelques autres pays, n'est pas réglementé. Et donc, c'est important aussi de pouvoir, quand on contacte un professionnel sexologue, de s'intéresser aussi à son parcours et de connaître aussi sa formation et ses réseaux d'appartenance. Donc, je vous en ai cité quelques-uns, en fait, hein, donc, le site Sexologue France qui répertorie avec le syndicat des sexologues différents enfin, sexologues pouvant intervenir en France et qui sont formés. L'AIUS également, l'Association interuniversitaire de sexologie, un syndicat, le syndicat national des médecins sexologues. Je pense aussi, bien sûr, même si c'est pas dans leur titre, mais les conseillers conjugaux et familiaux qui peuvent bien entendu être des acteurs et actrices formidables sur ces sujets, notamment en termes de prévention des violences, hein. Quand on parlait tout à l'heure de la santé sexuelle, on a évoqué les violences sexuelles. Donc voilà, les conseillers conjugaux et familiaux, évidemment, c'est une de leurs thématiques aussi euh, voilà, de compréhension. Euh, voilà, un annuaire aussi. Parfois, on peut trouver aussi des annuaires. Quand tout à l'heure, je vous indiquais que pour des personnes LGBT, c'était pas toujours évident de trouver de rencontrer des personnes, des praticiens qui soient bienveillants, bien traitants, sensibilisés à la santé sexuelle des personnes trans. Eh bien, voilà, il y a un annuaire qui répertorie ces praticiens et praticiennes. Et puis bien sûr, on peut développer aussi son propre réseau de personnes ressources de proximité en santé sexuelle. C'est une des missions, même des référents aujourd'hui en vie affective et sexuelle dans les établissements médico-sociaux, d'aller identifier des partenaires, des personnes ressources de proximité, de manière en fait à pouvoir, quand c'est nécessaire, aller chercher en fait des ressources voilà, extérieures pour soit animer un atelier, mais pour peut-être orienter une personne vers justement un sexologue à proximité, qui pourrait aussi d'ailleurs peut-être venir dans l'établissement et être présent justement pour recevoir les personnes en rendez-vous.
Et puis d'autres métiers, bien sûr, autour de la santé sexuelle. On peut avoir besoin de rencontrer un gynécologue, un andrologue, voilà. Donc, vous avez mis aussi quelques références, notamment Handigynéco, en fait, voilà, le dispositif justement de soins gynécologiques accessibles aux personnes en situation de handicap, qui est un dispositif qui existait déjà sur le territoire et qui se développe de manière à ce qu'il y ait ce dispositif accessible sur toutes les régions en France. On a aussi, par exemple, une association qui s'appelle Gyn Co, qui sont des soignants, gynécos et sages-femmes voilà, qui pratiquent des actes gynécologiques avec une approche, pardon, il y a un petit mot qui a sauté, avec une approche féministe, l'objectif étant de lutter contre les violences, ce qu'on appelle les violences gynécologiques, voilà, par exemple, parce que certaines personnes comment dire, en soins gynéco, ben, ont vécu voilà, des violences aussi, donc c'est important d'avoir des professionnels aussi bien traitants. Et les outils pour la santé sexuelle, donc après avoir évoqué les acteurs, on peut parler aussi de quelques outils. J'en ai déjà cité quelques-uns. Ah bah justement, il y a cette brochure dont je voulais vous parler, éditée par Santé publique France, La sexualité, comprendre, en parler. Donc c'est cette brochure justement qui est joliment illustrée et qui est en falque, en facile à lire et à comprendre. Vous avez d'autres brochures éditées aussi. euh, Justement sur les premières fois, les questions d'ado. Voilà, j'en ai mis vraiment quelques-uns. Après, c'est l'idée d'aller rechercher en fonction des publics que vous accompagnez. Euh, il y a des sites internet également, donc ce site Question Sexualité que j'ai cité tout à l'heure, où on s'exprime. Des vidéos aussi. Je pensais à des séries comme Sexotruc qu'on peut trouver sur le site pédagogique Lumni, par exemple, qui vont présenter c'est quoi le sexe masculin, c'est quoi le sexe féminin, voilà, donc c'est quoi la puberté, voilà, tout ce type de réponses en tout cas aux questions. Et puis, en matière de santé sexuelle, ça me semble aussi important de citer les fiches Santé BD, qui sont aussi des outils gratuits, accessibles, en facile à lire et à comprendre, sur différentes thématiques de santé. Donc, vous avez, en matière de santé, vous avez des soins dentaires, enfin voilà, différentes thématiques. Et vous avez vraiment une approche aussi de la santé sexuelle, de la vie affective et sexuelle. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, ma consultation, ben, voilà, par exemple, ça peut être un soin gynéco. Ça peut être les IST, de manière à faire comprendre bah, c'est quoi les IST, comment on peut s'en protéger, voilà. La puberté aussi, par exemple, la ménopause, voilà, c'est vraiment, il y en a de plus en plus, j'allais dire, et c'est des ressources très précieuses que je vous invite à télécharger, à imprimer, et qui peuvent vous servir aussi de support pour aborder la santé sexuelle notamment. Et puis sur les outils, voilà, je cite ben, bien sûr le Centre ressources Intime Agir en lien avec Promotion Santé a également des outils liés à ce qu'on appelle les VARS, hein, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à des outils adaptés au handicap. Vous trouverez aussi plein de très bons outils sur le CRIPS Île-de-France, c'est un centre régional d'information et de prévention en santé, et qui justement a aussi un volet d'outils sur la santé sexuelle. Et puis, pour ne pas trop en dire, parce qu'il y a déjà eu un sujet sur les outils pour aborder la vie affective et sexuelle, vous avez ce webinaire que vous pouvez retrouver, qui est animé par ma collègue Alexia Perret et qui est disponible en replay sur le site d'Intime Agir Occitanie. Donc voilà, vous pourrez retrouver aussi toute sa présentation des différents outils pour aborder la santé sexuelle. Et puis, bah, si jamais vous avez envie d'en savoir plus ou de vous former, voilà, on lance aussi une formation de premier secours en santé sexuelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des formations en santé physique, enfin, formation de premier secours, on va l'appeler ainsi, et des formations en premier secours en santé mentale. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi ce type de formation, que c'est des formations quand même, j'allais dire, très, très chouettes pour justement pouvoir savoir orienter, avoir des connaissances de base. Et l'idée, c'était de lancer aussi une formation en premier secours en santé sexuelle, parce qu'on peut être soi-même en difficulté de reconnaître ben, c'est quoi, comment aborder les problèmes sexuels avec un de ses amis, un de ses collègues, comment on pourrait aborder aussi la thématique des violences sexuelles, parce que ben, malheureusement, c'est quelque chose de très fréquent et pourtant, on a peine à identifier si quelqu'un a vécu des violences sexuelles et puis on ne sait pas toujours comment aider, comment orienter, vers quel professionnel orienter. Donc voilà, il y a vraiment ce lien aussi. Et je crois qu'on a
tous et toutes besoin de se former. C'est presque une nécessité dans une perspective citoyenne, en tout cas, de penser aussi à cette citoyenneté sexuelle et de devenir toutes et tous, non pas forcément experts, mais en tout cas être en capacité d'aider et d'accompagner sur cette thématique de la santé sexuelle. Donc merci beaucoup. Voilà, moi, je pense que j'ai duré pile 1 heure. Donc merci beaucoup pour votre attention pendant ce webinaire.